Dans cette deuxième partie du projet de compression, on va s'occuper du codage des caractères et de la création de cet arbre de Huffman sur lequel on a déjà travaillé. Je reviendrai sur ces questions un peu plus tard. On va s'intéresser directement à la construction de l'arbre et pour cela, on a besoin d'une implémentation d'arbre qu'on va retrouver dans TP Compression et on va l'apporter de cette manière et afficher aussitôt l'aide sur la classe arbre. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer une liste d'arbres, je vais mettre un S à la fin par rapport à l'énoncé, que j'initialise en tant que liste vide, comme on avait déjà fait dans la première partie, et au fur et à mesure que je vais parcourir la liste des caractères qui sont contenus actuellement dans le tableau FREC, je vais remplir cette liste d'arbres. Alors dans un premier temps, ici, je fais une boucle sur tous les éléments du tableau FREC qui contient des couples caractères suivis de leur fréquence et je vais créer à chaque fois un arbre. Alors pour créer un arbre, je regarde le constructeur ici, on voit que le constructeur a besoin de la racine du sous-arbre gauche, sous-arbre droit, mais ici pour gauche et droit, je vais mettre none puisque je vais créer en réalité que des feuilles. Je crée un arbre avec l'élément courant dans FREC, pas de fils gauche, pas de fils droit, et surtout, j'ajoute cet arbre dans la liste des arbres, avec la méthode append. Je vérifie la longueur de liste arbre, elle doit faire 39 caractères, et je peux même afficher cette liste. Voilà, je retrouve bien les 39 caractères. Dans un deuxième temps, on va rechercher dans cette liste d'arbres l'arbre qui a la fréquence minimale au niveau de sa racine. Alors tout ça se fait dans la méthode extract_min. J'ai besoin dans cette partie ici de rechercher un minimum dans une liste. Alors je vais utiliser l'algorithme classique, c'est-à-dire que d'abord je vais initialiser un minimum possible, je vais dire par exemple que le minimum se trouve à la position 0 dans cette liste, et puis après je parcourrai le reste de la liste pour voir s'il n'y a pas un autre minimum un peu plus loin. Je vais dire aussi que la valeur minimale, alors d'ailleurs qui est une fréquence minimale, que je vais appeler fmin, c'est la valeur de la fréquence du premier élément de la liste. Alors pour récupérer le premier élément de la liste, c'est liste arbre element 0, ça va me retourner un arbre, j'ai besoin d'accéder à sa racine, pour ça je vais utiliser la méthode value, je récupère la value, et dans cette racine il y a à la fois le caractère et la fréquence, j'ai besoin du deuxième élément, donc il me faut entre crochets 1. Je vais ensuite parcourir le reste de la liste à l'aide d'une boucle for, un indice que j'appelle i. Je vais le faire autant de fois qu'il y a d'éléments dans liste arbre. Et je vais même commencer à partir de l'élément 1, puisque l'élément 0, je l'ai déjà pris en considération. Je récupère la fréquence courante, avec la même instruction qu'ici, mais pour l'élément i. Et si i, la fréquence est plus petite que la fréquence minimale actuelle, dans ce cas-là, je stocke l'indice i dans imin, et la fréquence min devient f. Donc une fois la boucle terminée, je sais que imin contient la position de l'élément minimum. Alors il me faut extraire l'arbre qui correspond à cet élément minimum. Pour ça, je vais récupérer ça dans une variable arbre. Je viens rechercher arbre element de imin. Je vais supprimer dans la liste d'arbres cet élément à l'aide de la méthode remove. Bien le faire dans cet ordre-là, ne pas supprimer l'élément avant de l'avoir récupéré.
Et maintenant, je peux retourner l'arbre à la fin de cette fonction. J'exécute la fonction. On va vérifier qu'elle fonctionne bien. Si tout se passe bien, à la première extraction, je devrais récupérer la lettre U. Voilà, la preuve ici, il n'y a pas eu d'erreur qui est apparue, donc j'ai bien récupéré la lettre U. D'ailleurs, on peut, si je réexécute une deuxième fois cette cellule, on s'aperçoit qu'il y a une erreur, puisque U n'est plus maintenant dans la liste, donc il ne peut plus le retrouver. Attention, une fois qu'on a utilisé cette cellule, il faut bien réinitialiser la liste en réexécutant ce code ici, et surtout ne plus réexécuter cette partie-là, que je vais mettre en commentaire, pour être sûr de ne pas la refaire par la suite. Enfin, l'algorithme de Huffman, maintenant avec cette méthode d'extraction, va être très rapide. Il suffit d'extraire un premier arbre en appelant une première fois extractMin. Ça me fait d'ailleurs réaliser que j'ai mal écrit la fonction extractMin, puisque le paramètre sur lequel j'aurais dû travailler, c'était liste et non pas liste arbre. Donc je vais remplacer tous les listes arbres par liste. Alors, comme liste arbre a déjà été défini, ça aurait fonctionné ici, mais c'est pas de la manière dont je voudrais que ça se passe, parce que je voudrais pouvoir le faire avec n'importe quel type de liste, n'importe quelle autre liste si possible. Voilà, donc tous les listes arbres, je les remplace par liste, et je réexécute ce code. J'extracte la valeur minimale en fournissant comme paramètre liste arbre cette fois, un premier arbre, un deuxième arbre, et je vais créer un nouvel arbre en fusionnant les deux premiers. Pour ça, j'utilise le constructeur arbre. On verra ce que je mets comme premier paramètre, mais comme fils gauche, je vais mettre arbre 1 et enfant droit, arbre 2. Le premier élément à la racine, c'est encore un couple caractère plus fréquence. Alors je vais récupérer le caractère de l'arbre 1 qui se trouve à la racine de l'arbre 1. Donc pour ça, c'est arbre 1, sa valeur, le paramètre 0. Je vais faire pareil pour l'arbre 2 et je vais les mettre bout à bout, je vais les concaténer et stocker tout ça dans une variable que j'appelle C. Je vais faire pareil, une variable f dans laquelle je récupère cette fois-ci la deuxième partie de la racine et je stocke dans le nouvel arbre le caractère et la nouvelle fréquence. Enfin, cet arbre, je le mets dans la liste d'arbres avec la méthode append. Donc si on regarde ce qui se passe à chaque tour de boucle, on enlève deux arbres, on en recrée un, donc à chaque tour de boucle, il devrait y avoir un arbre de moins. Et donc comme il y avait 39 arbres au départ, 39 feuilles, en 39 tours de boucle, on devrait vider cette liste. J'exécute l'algorithme, j'ai fait une erreur, ici j'ai mis un S à arbre, et voici l'exécution de l'algorithme. Pour être sûr que tout soit bien passé, je vais réinitialiser la liste des arbres, réexécuter l'algorithme. Cette cellule me permet de récupérer l'arbre final, que j'appelle arbre Huffman, qui est donc le seul élément de la liste à la position 0. Et je vais vérifier qu'il s'agit du bon arbre en regardant sa hauteur et sa taille. Alors ces deux informations peuvent être obtenues à l'aide de size pour la taille et pour la hauteur, je dois avoir une méthode qui s'appelle 8. Je vais afficher ça. Arbre Huffman 8 pour la hauteur et arbre Huffman size pour la taille. Je trouve un arbre qui a une hauteur de 9 et qui contient 77 éléments. C'est ce qu'on avait trouvé en regardant l'image que je vous avais fournie ici. L'avant-dernière partie, pour faire le codage, on va remplir ce qu'on appelle une table de correspondance. La table de correspondance, en réalité, c'est un dictionnaire Python où pour chaque caractère, on va mettre comme valeur le code qui lui correspond dans l'arbre. Alors pour ça, j'ai besoin de parcourir l'arbre que je viens de créer pour construire petit à petit le code de chacun des nœuds de l'arbre. Et
comme j'ai besoin à chaque fois de connaître le code du parent pour en déduire celui des enfants, en rajoutant 0 ou 1, c'est ce qu'on appelle un parcours en profondeur. Alors, je peux faire dans les parcours en profondeur un parcours qui s'appelle préfixe, postfixe ou infixe. Je vais partir sur un postfixe. On va dire que ça n'a pas trop d'importance. Je vais le recopier ici. Et il faudra que j'appelle ce parcours. Ce que je veux faire, c'est qu'en visitant chaque nœud, je vais au fur et à mesure, alors sur l'arbre de Huffman, je vais au fur et à mesure construire le code. C'est-à-dire que je vais partir avec un code au tout départ qui est vide. Ça sera une chaîne. Je vais le fournir comme nouveau paramètre de parcours postfixe. Donc au tout départ, la chaîne est vide. Et au fur et à mesure que j'appelle les enfants gauche et enfants droit, je vais rajouter au code courant 0 si je vais à gauche et 1 si je vais à droite. On reconnaît ici un comportement récursif, c'est-à-dire que dans la fonction parcours postfixe, on appelle à nouveau parcours postfixe. Cette fonction arrête une fois qu'il n'y a plus rien dans l'arbre. Et alors surtout, ce qu'il faudrait faire, c'est remplir le dictionnaire au fur et à mesure que je tombe sur une feuille. Et une feuille, c'est lorsque A n'a pas d'enfant gauche. Donc je peux l'écrire comme ceci. Et n'a pas d'enfant droit. C'est un moyen de vérifier ici. Donc je suis sur une feuille. Je vais remplir le dictionnaire de la manière suivante. Il me faut le caractère, le code, il est contenu dans le paramètre code qui a été mis à jour au fur et à mesure des appels. Et le caractère, alors A c'est un arbre, j'ai besoin de récupérer sa racine et le premier élément de sa racine. Oui, il me dit que le dictionnaire n'avait pas été créé au départ. Voilà, lookup table, LUT, table de correspondance. Et cette fois-ci, je devrais avoir le parcours de l'arbre. Alors on va vérifier si ça fonctionne bien de la manière suivante. Je vais revenir au début de cette deuxième partie et compléter les questions que j'avais laissées. Ici, on parlait de feuilles. Pour remplacer un jour, on va utiliser cette table de correspondance. On va vérifier qu'elle est correctement remplie. Pour ça, je pourrais déjà vérifier que pour le caractère E, je retrouve le code qu'on avait prévu, oui, et pour le caractère A, voilà. Donc en tout cas, sur ces deux valeurs-là, c'est bien rempli. J'ai supposé que c'en est de même pour tout le reste. Alors si je veux trouver le code qui correspond à un jour, mais il va falloir que j'utilise cette table de correspondance pour chacun des caractères qui forment cette chaîne. Donc je le fais pour le grand U, le N, ainsi de suite, l'espace, le J, le O, le petit U et le petit R. Voici le code qui correspond à un jour. Je vais mettre tout ça dans une variable que j'appelle code. Combien de bits fait ce code? J'utilise la fonction len. Il fait 38 bits. Combien d'octets pour le stocker? Il faut diviser ça par 8. Ça me donne un nombre qui n'est pas entier. Je vais l'arrondir au nombre supérieur en utilisant dans le module math la fonction sil qui fait un arrondi vers le haut. Et donc voici, je vais afficher le nombre de bits et le nombre d'octets. La manière suivante, il y a 38 bits qui correspondent à 5 octets. En sachant qu'au départ on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caractères. On voit qu'ici il y a déjà une toute première petite compression sur ces 7 caractères. On est passé à 5 octets. Il va donc rester
à comprimer tout le texte de la manière suivante. Alors je vous montre juste le début, puis je vais vous demander de terminer ceci en utilisant un petit peu la même méthode que je viens de vous montrer pour coder un jour. C'est-à-dire que là, il va falloir faire une boucle sur tous les caractères de la variable texte. Et puis au fur et à mesure qu'on passe sur ces caractères, on va utiliser le dictionnaire LUT pour récupérer le code courant. Et ce code courant, on va le mettre au fur et à mesure dans une chaîne qui va contenir le code final. Alors au début, la chaîne, elle est vide. Et puis au fur et à mesure, vous mettez à jour cette chaîne. Une fois que vous avez mis à jour code ici, vous pouvez calculer la longueur du code avec ce type d'instruction. Vous pouvez le diviser par 8 pour trouver le nombre d'octets. Arrondir avec la fonction cell de mathématiques. Le taux de compression, ça correspond à la longueur du code initial. Alors la longueur du code initial, si on l'avait calculé ici, ça correspond à 750 octets. C'était 730 caractères, mais ça faisait 750 octets. Et il va falloir diviser ces 750 par la valeur qu'on a trouvée ici, et vous trouverez le taux de compression qui normalement devrait être supérieur à 1.